Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons la livraison du livret numéro 4 pour l'apprenti au rite écossais primitif. Et dans ce livret numéro 4, on va travailler sur la première triangulation de l'apprenti qui consiste en son travail sur la pierre brute. On va détailler le triptyque pensée, volonté, action. Dans une deuxième partie, on attaque le symbolisme des outils de l'apprenti, du moins les outils que l'apprenti et instruments, les outils et instruments que l'apprenti va rencontrer lors de son initiation. Alors donc, on va faire l'inventaire de ce qu'il rencontre, les yeux ouverts et aussi les yeux bandés. Donc, apprendre un peu à définir ces différents symboles. La troisième rubrique, c'est les mots pour le dire. Là, on abordera les lois de correspondance et le principe d'analogie. S'apercevoir que ce principe d'analogie, de ressemblance en fait, permet d'établir des lois de correspondance qui ne sont pas nécessairement scientifiques, qui sont plus intuitives que scientifiques. Donc on introduit une forme d'irrationalité, mais qui est attestée et validée par la tradition, c'est-à-dire la transmission et la pratique. Et en matière symbolique, le principe d'analogie est indispensable. Le symbole et son symbolisme ne peuvent exister que relativement à ce principe d'analogie qui permet de faire des transpositions et d'établir des correspondances. On verra aussi la notion d'immanence et de transcendance, qui sont des notions qui pourraient paraître un peu complexes, mais on va essayer de les simplifier pour les rendre accessibles, notamment pour l'apprenti lorsqu'il commence à tailler sa pierre et qu'il utilise la fameuse perpendiculaire du second surveillant, le fil à plomb. Ça le mène où, pourquoi faire, quel est l'objectif. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a une approche immanente qui est très intériorisée à l'être lui-même et une complémentaire, je dirais, transcendante qui dépasse l'individu et qui s'adresse à un grand tout, à un au-delà en tout cas. En quatrième point, nous aurons bien sûr le catéchisme de l'apprenti, on continue à le détailler et on va commenter les demandes et réponses de la numéro 16 à la numéro 26 et on finira par un QCM. Alors ce premier travail, il est déjà explicité dans le livre de l'apprenti que vous avez tous à la page 133. Il est expliqué aussi dans le rituel à la page 44. Et ce premier travail, c'est le travail que vous faites lorsque vous êtes initié sur la pierre brute. On vous demande de frapper la pierre brute par 3 fois à l'aide d'un maillet et d'un ciseau en mettant le genou gauche en terre. Je rappelle que le genou gauche, c'est pour la matière. Le genou droit, c'est un peu pour l'esprit, notamment quand on fait le serment, c'est le genou droit qui est plié. Donc on va essayer de détailler la fonction de chacun des symboles, faire des rapprochements avec la notion de premier travail, la notion de triangulation, le passage du savoir-faire au savoir-être, bien sûr. On va aborder la notion de métaphore. On va essayer de voir si on peut faire un rapprochement entre ce travail de la pierre et la recherche de son propre centre. En tout cas, la recherche d'une forme parfaite. S'apercevoir que la pierre n'est rien d'autre qu'un miroir de soi-même. Voilà. Donc le triptyque pensée, c'est-à-dire la tête, volonté, c'est la main droite avec le maillet, action et avec discernement le ciseau de la main gauche, qui porte sur un objet concret. C'est une triangulation descendante qui vise une réalisation. Alors, la réalisation d'une œuvre matérielle, travailler la pierre, lui donner une surface, enlever les aspérités qui sont nos défauts, mais aussi une réalisation qui soit spirituelle, voire très intérieure,
qui est une manière de se connaître soi-même et d'arriver à s'assembler aux autres, puisque ayant des surfaces qui peuvent être accolées les unes aux autres, c'est-à-dire faire que les pierres puissent constituer un mur et que ce mur un jour puisse constituer un temple universel bien entendu. Deuxième chapitre, on travaille sur le symbolisme des outils, puisque nous y sommes, on continue, que le récipiendaire manipule ou rencontre lors de l'initiation au rite écossais primitif. Et on va classifier la fonction opérative et le symbolisme pour l'apprenti au REP. Pour le maillet, par exemple, frapper, donner l'impulsion à un autre outil qui s'appelle le ciseau. Le symbolisme, c'est la volonté, l'intelligence en action, la persévérance, l'énergie directrice, l'impulsion, le travail intérieur, l'ouverture du cœur même pour certains. Le ciseau, ça va être tailler, enlever la matière superflue de la pierre, ça c'est le côté opératif. Pour soi-même, c'est le discernement, une méthode de précision, capacité d'identifier, rectifier les imperfections, séparation du profane et du spirituel, ou du sacré si on préfère. Le fil à plomb, pareil, on vous donne la définition, on fait un petit lien avec vitriol, qui est quand même nécessaire. L'équerre, alors qui n'est absolument, et le compas ne sont absolument pas les outils de l'apprenti, mais pour autant, le serment a bien eu lieu dessus, la main droite dégantée. Donc il faut en parler, il faut surtout parler de la position de l'équerre par rapport au ciseau. Hein, ça c'est des notions de base qu'il faut bien connaître et bien maîtriser. Voilà ce qu'il a rencontré au rite écossais primitif lors de cette initiation. Bien sûr, on pourrait parler du levier qui est un outil qui permet de passer, un outil de passage qui est entre le premier et le second degré, donc ça on en parle à la fin. On pourrait parler aussi de la règle, bien entendu, mais il ne les a pas manipulés lors de son initiation, donc on s'abstient pour le moment. Dans le détail qui est fait des différents outils qu'il a pu rencontrer, on essaye de donner des définitions en élargissant la définition pour essayer de recouper ce qui se passe dans les autres rites aussi. Hein. On essaye d'élargir le langage pour être un peu universel et pas uniquement rite écossais primitif. Voilà ce qui pouvait être dit sur le deuxième chapitre. Pour les mots pour le dire, vous savez que c'est là où on essaye de maîtriser un petit peu notre vocabulaire et on essaye de progresser sur des concepts qui ont un trait direct avec l'initiatique. Donc le principe d'analogie et les lois de correspondance et le rapport entre les deux concepts. Voilà, on aborde aussi la notion de miroir. Donc ce rapport entre le principe d'un côté d'analogie et les lois de correspondance au pluriel, c'est le rapport qu'il y a entre la généralité, le principe, et la particularité, les lois de correspondance. Évidemment, tout ça, ça nous vient de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en haut et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc. etc. Donc là, on va essayer de définir ce qu'est le principe d'analogie. C'est un principe de ressemblance, mais ce n'est pas un principe de ressemblance scientifique, c'est un principe de ressemblance intuitif. Voilà, il n'est pas certain que le principe d'analogie implique une quelconque rationalité. Voilà. Quand vous allez faire le rapport entre le soleil et l'or, par exemple, qui est un vieux rapport, qui a trait aussi avec l'alchimie et autres, peut-être que par la couleur, on peut trouver une ressemblance, et pourquoi pas, mais ce n'est absolument pas rationnel ni scientifique, on est bien d'accord. Alors, dans les lois de correspondance, on va dire que ces lois de correspondance ne font que mettre en pratique le principe d'analogie d'une manière, j'allais dire, stéréotypée. Le symbolisme qui est lié, par exemple, à l'alchimie, sur les principes alchimiques et leur correspondance, de ce point de vue-là, vient illustrer justement cette capacité à réglementer les correspondances sans pour autant qu'il y ait une véritable démarche scientifique. En ce qui concerne la transcendance et l'immanence en franc-maçonnerie, là aussi on a 2 pages d'explications, on va reparler de vitriol d'ailleurs,
Et on va essayer de mettre en correspondance, si on peut dire, la transcendance et l'immanence, c'est-à-dire l'être-té pour l'immanence, la transcendance, c'est un universel, un tout, un absolu. Donc, ce qui est très, très petit d'un côté à échelle humaine ou de l'humanité, est quelque chose qui est très grand, qui dépasse l'homme. Voilà. Comment on fait le lien entre les deux? Ben justement, c'est une verticalité organisée en loge. Et on va vous parler de ça d'une manière assez simple, je l'espère. Enfin, en page 15, on arrivera au catéchisme de l'apprenti pour les questions-réponses de 16 à 26. Pourquoi vous êtes fou fait recevoir franc-maçon? Parce que j'étais dans les ténèbres et j'ai désiré voir la lumière. Qui vous a présenté en loge un ami vertueux que j'ai ensuite reconnu pour frère? Dans quel état étiez-vous lorsqu'on vous a présenté en loge? Alors ni nu ni vêtu, on donne les explications. Tout ça, on essaye de développer par quelques lignes seulement. Le second surveillant et vous-même, avec vos recherches, vous développerez. Hein. Si vous en avez l'intention, vous avez de quoi faire. Comment avez-vous été introduit en loge? Par 3 grands coups. Donc ça, c'est une question, c'est Saint Matthieu, bien sûr. C'est une question qu'on a déjà abordée et il faut se poser la question où c'est qu'on frappe, à quoi on frappe? On frappe à une porte, à quelque chose qui est clos, qui est hermétiquement fermé. Et on vient de l'extérieur. Donc il y a un passage qui doit se faire entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce passage, c'est exactement les frontières qui existent entre mon apparence et mon intériorité. Là aussi, il y a une analogie qui est faite entre le temple et l'homme, entre la loge et l'homme. Rentrer en loge, c'est peut-être aussi, par 3 coups, rentrer à l'intérieur de soi, corps, âme, esprit. On va retrouver ce triptyque avec les 3 coups portés sur la pierre brute, corps, âme, esprit. Donc on fait résonner, quand on est apprenti, là, particulièrement, on est dans l'immanence, on fait résonner en soi quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Et qui a valeur de principe, alors avec une triangulation, en l'occurrence 3 coups, corps, âme, esprit, mais certains pourraient considérer que l'esprit fait partie de l'âme, c'est la pointe fine de l'âme, etc. Là, on laissera nos amis philosophes se répandre sur ce genre de questions. Retenons ce système ternaire. Qu'a fait de vous le frère expert, dit frère terrible? Il m'a introduit en loge entre les surveillants et m'a fait voyager comme un apprenti maçon doit le faire afin de me faire connaître les difficultés qu'on rencontre pour devenir maçon. Donc c'est les épreuves. Alors, en fait, les épreuves, c'est des épreuves qu'on pourrait considérer comme physiques. Alors dans notre rite, nous avons des épreuves qui sont simples, qui sont purement élémentaires. Certains introduisent la planche à bascule, la planche avec des obstacles dessus, etc., etc. Nous, absolument pas. On est resté dans la forme rudimentaire et simple du primitif. Donc, on est sur les éléments. Et là, la notion d'épreuve, c'est pas je souffre, c'est difficile, je saigne. Non, pas du tout. C'est éprouver ses sens. Éprouver ses sens, c'est-à-dire les réactiver au contact. Je vous rappelle que vous avez les yeux bandés et qu'après, pendant 1 année au moins, vous ferez silence. Donc l'obération de la vue, l'obération de la parole a pour but de développer une représentation mentale intérieure, structurée, restructurée, je dirais, à l'aune justement de ces épreuves élémentaires. Donc après, on vous parle de la réception. Quelles sont les formalités de la réception? J'avais le genou droit, nu sur un coussin avec une équerre. La main droite, dégantée en l'occurrence, sur le livre. Le livre, c'est la Bible. De la gauche, je tenais un compas ouvert en équerre. Ça, c'est très intéressant. La gauche n'est pas dégantée. La pointe appuyée sur la mamelle gauche, c'est-à-dire sur votre cœur, qui était nu, donc, et l'autre pointe relevée vers le ciel, en fait. Voilà. Et là, le vénérable, avec son maillet, va frapper par 3 fois sur la tête du compas, la rotule du compas, pour faire rentrer à l'intérieur du cœur une lumière, peut-être illuminatrice, quelque chose comme ça. Chacun interprétera comme il l'entend.
Enfin, nous avons un QCM. Je rappelle que dans les questions à choix multiples, ce n'est pas parce qu'il y a 3 possibilités qu'il y a 2 erreurs. Il peut y avoir 2 réponses justes sur 3. Voilà. Donc ça vous oblige justement à réfléchir sur toutes les options, et c'est pas parce que vous en avez trouvé une qu'il n'y en a pas une deuxième qui se dissimule. C'est à vous de chercher. Voilà, je vous remercie.